Europe 1. Le journal des 7h présenté par Charles Huillier. Bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Quelques tensions, c'est vrai, mais pas d'incident majeur cette nuit en Grande-Bretagne. Après les anti-immigration, ce sont les antiracistes qui désormais se mobilisent à Londres, Liverpool, Bristol ou Newcastle. Et cela 10 jours après la mort des 3 fillettes. Le reportage à Birmingham de l'envoyé spécial d'Europe 1, Geoffrey Branger. Say it loud, say it clear, immigrants are welcome here. En français, dites-le fort, dites-le clairement, les migrants sont les bienvenus. Voilà l'un des chants antiracistes qui résonnent dans les rues de Birmingham. En début de soirée, plusieurs centaines de personnes se rassemblent devant un centre pour migrants près du centre-ville, comme Chris, 32 ans. Nous avons entendu certaines rumeurs sur les réseaux sociaux comme quoi des néo-nazis arrivaient en ville. Donc je pense que pour faire face, beaucoup de personnes sont venues pour appuyer notre message. Nous ne voulons pas de vous ici. Je pense que tout ça va inspirer de nouveaux mouvements à travers le pays. Les manifestants antiracistes se dirigent ensuite vers Victoria Street, une des artères principales de la ville, toujours dans le calme et les messages de paix. Au micro, Tyler donne de la voix. Nous devons rester positifs, rester forts, main dans la main, les noirs avec les blancs avec les noirs. Aucun débordement à signaler. Après un peu plus de 3 heures de mobilisation, les manifestants se dispersent tranquillement sans même que la police n'ait à intervenir. À Birmingham, Geoffrey Branger, Europe 1. Et quelques frictions anecdotiques ont eu lieu entre les militants des deux camps dans le sud du pays. Les protagonistes ont rapidement été dispersés par la police. On a peut-être frôlé la catastrophe en Autriche. Un projet d'attentat islamiste a été déjoué lors de la tournée de Taylor Swift. Oui, hier soir, la police a annoncé l'arrestation d'un homme de 19 ans. Il nourrissait en effet des projets d'attentat en lien avec les concerts de la chanteuse. L'un de ses complices a lui aussi été appréhendé, mais 3 autres sont toujours recherchés. 3 concerts initialement prévus pour cette semaine à Vienne devant 65 000 personnes. Ces événements ont été annulés pour des raisons de sécurité. Europe 1, il est 7h03. On ouvre la page des Jeux Olympiques à présent. Attention car la Grande-Bretagne et le Japon nous rattrapent au classement des médailles, dites-moi. Et oui, le podium s'éloigne et la délégation française commence à regarder derrière. Désormais, 51 récompenses au total. Alors hier, dans le détail, 3 nouvelles médailles. Le bronze en taekwondo, le bronze également en boxe chez les plus de 92 kilos. Petite déception pour Sofiane Oumia. En boxe toujours, le Toulousain n'a remporté que l'argent après une défaite en finale face aux Cubains. Côté sport collectif, à boire et à manger. Grosse désillusion pour nos handballeurs éliminés. Espoir, en revanche, pour nos volleyeurs qualifiés en finale, Martin Lange. 12 000 personnes qui reprennent en chœur Que je t'aime de Johnny Hallyday, le nouvel hymne des Bleus pour ces Jeux. Prostré après sa dernière attaque gagnante, la star Erwin Ngapet s'éclipse, trop plein d'émotions. Je suis parti vite parce que sinon je vais trop chialer, faut pas trop chialer. Je fais du rap quand même. Tu pleurais? Ouais, là c'était une émotion incroyable, c'est une émotion incroyable. Maintenant, il nous reste encore une bagarre. Les Bleus ont écrasé les champions du monde italiens 3-7-0. Samedi, ils affronteront la Pologne en finale pour conserver leur titre chez eux à Paris. L'épilogue d'une journée qui avait bien mal commencé pour les sports collectifs français. Les handballeurs avaient quasiment match gagné contre l'Allemagne. Medicamem a perdu le dernier ballon du match. Les Allemands ont égalisé puis l'ont emporté en prolongation. Triste fin pour Nikola Karabatic qui tire sa révérence à 40 ans. Heureusement, la France n'est pas le pays des sports collectifs pour rien. En plus des volleyeurs, les basketteuses se sont qualifiées pour les demi-finales. Les demi-finales, c'est le programme du jour avec les filles du handball qui affrontent la Suède à Lille et les basketteurs de Victor Wembanyama qui retrouvent eux aussi l'Allemagne. Merci Martin Lange. J'ajoute qu'au programme également aujourd'hui pour les Français, il y aura la demi-finale par équipe ce matin en tennis de table face à l'ogre chinois en fin de journée. Finale du 400 mètres haies féminin et puis en boxe, la finale des moins de 51 kilos. Des Jeux Olympiques qui pour l'instant se déroulent sans accroc, côté sécurité. Une médaille d'or pour le ministère de l'Intérieur. Voici les mots de Gérald Darmanin. Satisfait site, littéralement. Il est vrai que côté sécurité, les autorités ont mis le paquet, notamment en Île-de-France, pour venir en appui des gendarmes et des policiers. 10 000 militaires de l'opération Sentinelle ont été déployés. La moitié sont logés au camp Alain Mimoun. 320 chalets, presque un mini-village au cœur de Paris avec tout le nécessaire sur place.
place, des sanitaires jusqu'au restaurant. Maxime Gondelot pour Europe 1 nous fait le tour du propriétaire. Reportage. 5 mètres carrés d'espace privatif. Il a un paravent, une armoire de campagne, un lit de camp sur lequel il met son sac de couchage et une chaise pour poser la veste. Entre 16 et 19 militaires sont installés dans chaque dortoir, organisé en 2 allées principales. Le camp compte plus de 300 préfabriqués. Une double prouesse, le général Chassebeuf, adjoint au gouverneur militaire de Paris. Le défi logistique, ça a été de trouver un emplacement au cœur de Paris, de manière suffisamment proche du périphérique et des transports en commun pour pouvoir projeter les soldats de la force qui stationnent ici. Avec 2 gros avantages ici. Il y a de l'électricité et il y a de l'évacuation des eaux usées. Maintenant, sur la partie opérationnelle, toutes les missions que nous avons reçues sont réalisées à partir d'ici. Plus qu'un camp, c'est un village qui a été construit en seulement 65 jours. Un exploit, espace sportif, sanitaire, infirmerie, bar et restaurant. Tout est pensé pour le bien-être des soldats. Le sergent Jérémy du 27e régiment des chasseurs alpins. C'est vraiment toute l'infrastructure qui a été pensée pour notre confort, que ce soit en termes de place, de couchage, de toilettes et de nourriture. C'est très bien pensé, ouais. Ce camp abrite les 3 corps d'armée mais reste à vocation éphémère. Comme lors de sa construction, il sera démonté en 65 jours après les Jeux paralympiques. Maxime Gondelot. Au camp Alain Mimoun, donc Alain Mimoun, médaille d'or du marathon aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956. Et d'accord, mes parents étaient même pas nés non plus, alors moi non plus, je vous rassure. Même pas. Europe 1, il est 7h07. La politique à présent, un peu de respect pour Alain Mimoun. La politique à présent, Lucie Castet croit toujours à Matignon, Charles. Même si la hype, comme disent les jeunes, semble passer, Lucie Castet continue son offensive médiatique pour convaincre Emmanuel Macron. Elle s'est par exemple confiée à Paris Match hier et a révélé partager sa vie avec une femme. Lucie Castet se dit également au travail dans Sud-Ouest où elle présente aussi sa méthode. L'objectif en somme, c'est de légitimer son profil et cela malgré le désintérêt évident du chef de l'État Alexandre Chauveau. Comme une politique en campagne, Lucie Castet dévoile sa vie privée dans Paris Match. La prétendante de la gauche pour Matignon y révèle être en couple avec une femme et mère d'un enfant de 2 ans et demi. Je souhaite trouver un équilibre entre protéger ma famille et dire qui je suis, affirme Lucie Castet, qui partage également sa passion pour le tennis, le handball ou le taekwondo, une manière de se faire connaître auprès des Français alors que son nom était encore totalement inconnu il y a peu. En pleine trêve olympique, Lucie Castet tente de crédibiliser sa candidature. Je suis prête à travailler au-delà du nouveau Front populaire, confie-t-elle à Sud-Ouest, avant de mettre en avant ses priorités en cas de nomination à Matignon, l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation du SMIC à 1 600 €, ainsi que le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Autant de propositions en forme de ligne rouge pour Emmanuel Macron, attaché à ce que le prochain Premier ministre ne revienne pas sur les réformes récemment votées. Et alors que le nom de Xavier Bertrand est régulièrement cité, Lucie Castet parle de cette potentielle nomination comme étant, je cite, une aberration. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La vigilance orange canicule maintenue dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui. Oui, cette nuit, le thermomètre n'est toujours pas descendu en dessous des 25 degrés. Cela fait quelques nuits que cela dure. Là-bas, le département devra en effet faire face à des températures encore très élevées en journée ce jeudi. Il fera par exemple 37 degrés cet après-midi à Perpignan. Le sud du pays a chaud, donc la moitié nord du pays subira aussi le même sort et dès ce week-end avec un pic attendu pour la journée de lundi. Un été chaud, certes, mais un printemps qui a été pluvieux, le plus humide depuis 2008. Conséquence, la France s'attend donc au pire moisson de blé depuis quasiment 18 ans. Cela ne fait pas les affaires des agriculteurs, ceux qui cultivent le blé. Des pertes allant jusqu'à 50% ont été enregistrées dans certains départements. Le reportage de Camille Moreau chez un agriculteur de Seine-et-Marne. Donc là, vous avez du grain de blé tout flétri. Le grain s'est rétréci sur lui-même. Debout face à ses 80 hectares de champs de blé, Christophe Parent est désemparé. L'agriculteur estime ses pertes à 40% cette année, en cause d'une météo catastrophique depuis le mois d'octobre. On a eu beaucoup trop d'eau, pas assez de lumière et pas assez de chaleur. Et en fait, nous avons tout un tas de maladies qui s'est développé sur les blés. Et du coup, l'épi va être moins rempli. En fait, sur un épi, on peut avoir jusqu'à 50, 60 grains. Et là, cette année, on avait plutôt autour d'une trentaine de grains. Et ces grains récoltés sont beaucoup plus petits que d'habitude, ils pèsent donc moins lourd. D'habitude, dans cette case-là, je mets 200 tonnes de blé. Cette année, il y en a 100 tonnes. Aujourd'hui, je suis payé à la tonne de blé que je livre à ma coopérative. Donc, moins je livre de tonnes, moins j'ai de chiffre d'affaires. Donc, qui dit moins de chiffre d'affaires, dit moins de revenus pour mon exploitation pour l'année 2024. Une véritable année noire donc pour cet agriculteur qui s'interroge sur le futur de son exploitation face au changement climatique. Camille Moreau. Ça devait être un voyage de 8 jours, mais cela fait en fait désormais 2
mois que 2 astronautes de la NASA sont coincés dans l'espace. Oui, le voyage se transforme en cauchemar, coincés à bord de la Station spatiale internationale. En cause, le vaisseau chargé de les ramener sur Terre qui ne fonctionne pas. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Ce vaisseau a été fabriqué par Boeing. C'est un nouveau revers pour l'avionneur américain. Oui, tout vient des propulseurs de la navette Starliner de Boeing qui ne se comportent pas comme ils le devraient. Des fuites d'hélium ont aussi été détectées. Pas question dans ces conditions de risquer l'accident en ramenant à terre les 2 astronautes. Les ingénieurs de la NASA et de Boeing sont à pied d'œuvre pour tenter de résoudre le problème, mais l'agence américaine commence à chercher des solutions de repli, y compris en faisant appel aux concurrents de Boeing, SpaceX et son vaisseau Dragon, ce qu'explique Ken Bowersox, l'un des administrateurs de la NASA. Les plus précautionneux d'entre nous sont inquiets de cette incertitude. Ils estiment que cela augmente les risques et recommandent d'éviter de ramener l'équipage maintenant, car nous avons une autre option, celle de le mettre sur un Dragon. Un coup très dur pour Boeing, qui a plusieurs milliards de dollars de contrats avec la NASA, et qui essaye, tant bien que mal, de se sortir de cette situation déplorable pour son image, déjà bien écornée par les problèmes sur ses avions de ligne. Mais si le Starliner n'est plus en mesure de voler, les naufragés de l'espace devront attendre la prochaine navette disponible jusqu'en février prochain. Aviva Fried. Dans le journal de Charles Hulier. Merci Charles, à tout à l'heure. Prochain journal à 7h30. La météo des plages, Estelle Lafont, notre petit tour de France des stations balnéaires, comme tous les matins. Vous l'entendez, la mouette derrière moi, à Étretat sur les Galets, il fera 21 degrés. Ah oui, qui volent les glaces. Ça m'est arrivé une fois. 21 degrés avec un ciel similaire à ce matin, quelques nuages, mais rien de bien méchant. Une eau à 19 degrés, un indice UV de 6. À Pénestin, cet après-midi, ce sera ensoleillé avec un indice UV de 7. Il fera 20 degrés dans l'eau pour 1 degré de plus à l'extérieur. Du côté du Cap Ferret, 27 degrés sur votre serviette, sous le soleil, 23 degrés dans l'eau et un indice UV de 8. Et enfin, à Agde, un beau soleil cet après-midi. 32 degrés dehors, 23 dans l'eau. On mouille bien son ventre avant de faire plouf, indice UV de 8. Dans un instant, la revue de presse de Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri, qu'est-ce que vous avez repéré dans les journaux ce matin ? Bonjour à tous. En France comme à l'étranger, tout le monde est unanime. Ces JO sont un succès, sauf en Grèce, figurez-vous. Je vous raconte ça dans un instant. Oui, j'espère bien. Et puis l'heure d'Autriche, elle nous plongera dans les archives d'Europe 1 pour nous raconter l'histoire du plus grand carnaval, non pas du monde, mais de France, celui de Nice. À tout de suite. Bonjour.